mais seules les urgences étaient prises en compte à l'hôpital et toutes les consultations habituelles, moi je m'occupe de vertige, ont été annulées. On ne reprend ces consultations actuellement à l'hôpital que depuis 15 jours. En privé, c'est pareil. D'abord, j'avais pas le matériel au début, et donc je ne me sentais pas la force de prendre la responsabilité de consulter en privé et de risquer de contaminer les patients. On va tout de suite passer à notre première invitée qui nous attend, puisque nous sommes en Zoom avec ce matin Dr Esther Arbour. Esther, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualité. Je me permets juste de corriger mon nom et je m'appelle Esther Arboun. Arboun Cohen. D'accord. Merci Bonjour. beaucoup. Vous êtes médecin ORL à Tel Aviv. Vous travaillez, on va le voir, dans plusieurs cadres. Et nous allons voir avec vous de quelle manière le coronavirus a un peu changé votre façon de travailler. Et puis aussi, on va voir aussi quelles sont les implications justement de ce virus sur les maladies liées à votre spécialité, donc la spécialité de ORL. Alors d'abord, de quelle manière cette maladie a influencé votre manière de travail? D'abord, expliquez-nous de quelle manière vous travailliez avant le coronavirus. Alors, il se trouve que j'ai 3 casquettes. Une casquette de médecin coupatrolim, une casquette de médecin hospitalier et une casquette de médecin privé, ce qui permet d'avoir une vue un peu d'ensemble de la façon de travailler dans en fait, ces trois possibilités de travailler en Israël. Bien, c'est sûr que le Covid a impacté notre façon de travailler différemment suivant les endroits. Je crois sincèrement que depuis une semaine, 10 jours, on a passé un cap et on est passé presque sur une deuxième phase de mode de travail. Alors, je reviens au début. Il faut savoir qu'il y a 2 mois ou 3 mois, on savait strictement rien sur le virus. Tout circulait. Il est très contagieux, il n'est pas contagieux. Comment il faut faire? Donc, c'est appliqué un principe de précaution et l'angoisse qu'avait tout le monde était: est-ce que on pourra faire face? Dans le monde entier, c'était la même chose, que ce soit en France ou en Israël. Est-ce qu'on pourra faire face aux cas graves? Et est-ce qu'en réanimation, on aura suffisamment de lits pour pouvoir s'occuper de ces gens-là? Tout à fait. Donc, on a passé ce cap. Je reviens donc à ma spécialité. Il faut savoir que le virus, il se situe au fond du nez et de la gorge. C'est pour ça qu'on fait ces prélèvements de PCR par un coton-tige qui traverse le nez et qui va au fond de la gorge. Donc, on est une spécialité particulièrement à risque. Alors, en coupatrolim, on a continué à travailler. On a eu sincèrement moins de patients au début parce que les gens avaient peur, mais on a continué à travailler et on a mis en place des protections assez rapidement, difficilement les premières semaines parce que personne n'était équipé, parce qu'on ne savait pas trop quoi faire, mais on est actuellement complètement équipé et bien équipé. On a des masques, on a un pyjama, 1/12, une visière et on peut consulter, j'estime, en toute sécurité. À l'hôpital, du fait de prévenir ce risque d'afflux vers l'hôpital, toutes les consultations raguiles, normales, ont été annulées et l'hôpital s'est préparé à cette vague. Donc, il y a eu une sidération, enfin pas une sidération, mais seules les urgences étaient prises en compte à l'hôpital et toutes les consultations habituelles, moi je m'occupe de vertige, ont été annulées. On ne reprend ces consultations actuellement à l'hôpital que depuis 15 jours. En privé, c'est pareil. D'abord, j'avais pas le matériel au début, et donc je ne me sentais pas la force de prendre la responsabilité de consulter en privé et de risquer de contaminer les patients. Donc j'ai arrêté mon activité privée pendant 1 mois et demi. Vous avez arrêté votre activité privée, donc vous avez arrêté de recevoir des patients dans votre cabinet, mais vous avez repris donc il y a quelques jours, je crois, cette activité. Alors comment ça se passe? Je suppose que c'est une organisation différente encore aujourd'hui? Exactement. D'abord, au bout de 3 mois, on en sait quand même beaucoup plus. Ouais. Moi, j'étais très jeune chef de clinique quand on a commencé à avoir les premiers cas de sida. J'étais chef de clinique dans un service où on était à côté d'un centre d'hémophilie. Donc, je me souviens au début, mais on s'habillait de pied en cap, tout le monde avait très peur. Et puis, petit à petit, on a appris à connaître le virus et à l'apprivoiser et savoir dans quelles conditions il fallait vivre.
Là, on est exactement dans la même situation avec le Covid, c'est-à-dire qu'on commence à savoir pas mal de choses dessus et je dois tirer un coup de chapeau à tous les chercheurs du monde entier qui sont unis pour mettre toutes leurs forces et on a découvert en 4 mois ce qu'on a mis 4 ans à découvrir pour le sida. Et donc, on sait des choses sur ce virus et on sait comment se prémunir. Alors moi, au cabinet, de façon pratique, j'ai maintenant le matériel, c'est-à-dire que j'ai des masques FFP2 pour moi, j'ai un pyjama, j'ai une surblouse, j'ai une visière et j'applique des précautions par rapport aux patients. D'abord, je les sélectionne au téléphone, comme on le fait aussi à l'aquapatroline. Pour savoir s'ils ne sont pas suspects. Je pense que les patients suspects de Covid ne doivent pas venir en consultation, mais doivent être testés. Mais c'est Donc ça, seulement sur leur déclaration vous ne pouvez pas faire des tests, bien entendu. C'est clair que c'est sur leur déclaration. On leur demande s'ils ont de la fièvre, s'ils ont été en contact, s'ils ont de la toux, s'ils ont une perte de l'odorat ou du goût. Ça, c'est un symptôme qui a été découvert postérieurement. Ce n'est pas les Chinois qui l'ont trouvé, ce sont les Français. Et c'est un signe qui est très important parce que c'est un signe de Covid à forme légère, quasiment asymptomatique. C'est des gens qui perdent le goût et l'odorat et qui ont parfois peu d'autres choses. Ça touche préférentiellement les femmes. Donc déjà, à l'interrogatoire, ça me permet de faire cette sélection-là. D'accord. Donc ces personnes, vous leur dites de ne pas venir? Alors d'abord, j'en ai pas beaucoup parce que l'information a été diffusée, mais ces personnes-là, oui, je demande qu'ils appellent par téléphone leur médecin de coupatroline, pas qu'ils aillent voir, il ne faut pas qu'ils aillent à la coupatroline. Il y a maintenant des sirotes téléphoniques, je ne sais pas comment on dit en français, une consultation par téléphone, c'est-à-dire pas physique, où ils exposent les symptômes. Et comme on fait en Israël, on a la chance de faire des tests Largamanu. Le médecin de coupatroline leur envoie un issue, une permission, je sais pas comment on appelle ça, un formulaire pour se faire tester. D'accord. Donc ça, c'est la première barrière, si je puis. Il y a vraiment des conditions pour permettre donc à vos patients de venir consulter. D'une manière générale, est-ce que vous voyez que c'est la même chose un peu partout chez vos confrères? Pas forcément, pas forcément. Moi, j'ai institué, par exemple, une circulation à sens unique, c'est-à-dire que personne ne se croise dans mon cabinet. Je leur demande de m'appeler quand ils sont en bas et je leur donne l'autorisation de venir parce que comme ça, personne ne se croise. Et puis moi, je stérilise, enfin, je nettoie. Je stérilise, on ne peut pas stériliser, mais on nettoie toutes les surfaces entre chaque patient. Donc ça me prend aussi du temps. Les fenêtres sont ouvertes. Je n'utilise pas le masque-gam parce qu'on sait que c'est un mode de recyclage du virus potentiel. Bon, juste un petit exemple, mais j'ai un collègue qui travaille pas très loin et depuis 2 jours, autant il n'y a eu personne pendant 1 mois et demi, autant d'un seul coup, depuis que Netanyahou a un petit peu levé les réserves, les Israéliens, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire qu'ils sont passés à l'extrême et là, il y avait, je ne sais pas combien de personnes dans cette salle d'attente avec des gamins partout et bien entendu, pas des mesures de sécurité respectées. Alors, je voudrais revenir avec vous, docteur, concernant justement ce que vous nous avez dit au début, c'est-à-dire que le virus se situe, et ça, on en apprend un peu à chaque fois sur cette maladie, sur ce virus. Vous nous avez dit qu'il se situait donc au fond du nez et au fond de la gorge. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsqu'on fait des tests, on voit, pour ceux qui ont fait ces tests, qu'on met en fait le test, on le rentre donc jusqu'au fond du nez. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ces tests et sur la manière donc de détecter le coronavirus par rapport à ce que vous venez de nous dire? Alors, le virus, surtout à la première phase de la maladie, se situe effectivement dans l'arrière-nez. C'est là où on a le plus de chances d'en avoir, et également dans les gouttelettes de salive. C'est la raison aussi pour laquelle notre spécialité, celle des dentistes, sont particulièrement à risque, parce que toute personne qui parle postillonne et donc évacue des gouttelettes de salive dans lesquelles il y a potentiellement du virus. Pour aller les chercher, on fait ce qu'on appelle un test PCR, c'est-à-dire qu'en fait, on prend un petit coton-tige et on passe ce coton-tige à travers tout le nez, comme quand on fait une fibroscopie, pour arriver dans l'arrière-nez. C'est l'endroit où se situent les végétations pour les mamans qui ont fait opérer leurs enfants de végétation. C'est là-bas qu'on arrive. Sauf que bon, c'est normal, les médecins, pas les médecins. C'est-à-dire que c'est là-bas que le virus se localise. C'est en plus grand nombre. Ah ouais, d'accord. Et donc, on frotte, on passe
la fosse nasale et on frotte, on ramonne quasiment, on fait 3 petits tours dans cette zone du toit du cavone. La seule chose, c'est que ce PCR, il est faussement négatif dans 20% des cas. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, ce test, il doit être effectué par des spécialistes, pratiquement. On devrait donner ce test à être réalisé que par des ORL. Bon, ça sera un peu compliqué, mais il faut vraiment être spécialiste pour faire ce test, en fait, ce que vous nous dites. C'est pas nécessaire. C'est vrai que nous, on a une très grande expérience parce qu'on passe nos fibroscopes, donc on sait comment est faite l'anatomie d'une fosse nasale. Mais il y a probablement une partie des tests qui sont faussement négatifs parce que le coton-tige va buter sur la cloison qui peut être déviée. Il peut buter sur le cornet inférieur ou le cornet moyen. Quand vous mettez, normalement, il faut passer vraiment horizontalement pour arriver au fond. Il faut passer le long du plancher. Si vous passez un tout petit peu en oblique, vous avez des obstacles. Et la personne qui ne sait pas, au début, mais je pense que ça s'acquiert avec l'expérience. Il n'y a pas besoin d'être médecin. Il faut juste bien montrer aux gens comment faire ce test. Peut buter. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a autant de faux négatifs. D'accord. Un défaut négatif, expliquez-nous. Ça veut dire que, en fait, vous avez le virus, mais on ne l'a pas trouvé en faisant le prélèvement. Ce qui est quand même ennuyeux parce que 20% de faux négatifs, c'était quand même beaucoup. Je vais vous donner l'exemple qui est survenu hier dans la Coupe-Patrolime où je travaille, où une de mes collègues reçoit une patiente. Elle lui pose les questions qu'on pose habituellement, nous, à tous les patients, même quand ils ont été vérifiés à l'entrée de la Coupe-Patrolime avec une température négative. Elle lui dit, tu perds l'odorat. Il dit, oui, j'ai une perte de l'odorat. Ah, tu as un peu de fièvre? Non, j'ai été testée, là, j'étais négatif, mais j'ai pris de l'acamol. Donc, tu avais de la fièvre? Oui, j'avais de la fièvre. Tu tousses? Oui, je tousse. Donc, immédiatement, elle lève l'alerte. Beaucoup de symptômes, bien sûr. Plus perte de l'odorat, plus... Et en fait, ce patient avait été à Ichilov 48 heures avant et a eu un test qui était négatif. Donc, on a levé l'isolement et il est venu à la consultation parce qu'il avait mal à la gorge et qu'il voulait savoir pourquoi il avait mal à la gorge. Je lui ai dit, mais tu sais, j'ai mal à la gorge, mais mon test est négatif. Et en fait, c'est probablement, quand on a autant de signes cliniques, ça paraît très, 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 très probable. C'est quand même un Covid+, qu'il faut refaire le test et pas lever l'isolement. Parce que pendant ce temps-là, lui se promène et il contamine. Bien sûr. Alors, une dernière question de nous quitter, docteur. Est-ce que les patients qui sont exposés plus à des problèmes concernant donc des infections à la gorge ou au nez sont exposés plus au coronavirus? Non, c'est pas comme ça se passe. Le Covid, il est contaminé par les gouttelettes de salive, quel que soit l'état de votre gorge. Et donc, ça, c'est pour tout le monde pareil. On pense que le taux de contamination, il est probablement une personne contamine entre 3 et 5 personnes, suivant qu'il est fortement excréteur ou pas. Mais quel que soit l'état de votre gorge, et il y a une deuxième notion qu'il faut avoir, c'est que certaines personnes sont à risque de faire des formes graves. Il ne faut pas oublier quand même que c'est un virus qui guérit dans 98% des cas on pense en séquelles, il faut rester très prudent, mais sans séquelles. Les soucis, c'est les 2 à 5% des gens qui vont faire des formes graves ou qui vont aller en réanimation et qui vont en mourir. Et là-dessus, on a bien identifié quelques facteurs de risque qui sont le diabète, l'obésité, l'âge, qui sont des facteurs de risque de formes graves. Et c'est pour ça qu'on essaye de protéger toute cette population. 65 ans. Très bien. Merci beaucoup, Dr Arboun, pour ces précisions. Et c'était une bonne journée et bonne continuation pour Merci à vous aussi. La suite de vos consultations. Merci beaucoup, docteur. Merci. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.